En moins de 2 semaines, la Sierra Leone fait face à une flambée de Mpox avec 3011 cas confirmés. À ce jour, la variole simienne touche désormais l'ensemble des 16 districts du pays, poussant les autorités à renforcer leur riposte. À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, l'alerte a été levée après la capture des 2 lions échappés d'une ferme privée appartenant au général en exil John Numbi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette évasion. Bonjour et bienvenue à tous. En Sierra Leone, la situation sanitaire se dégrade. En moins de 2 semaines, 3011 cas de Mpox, aussi appelée la variole du singe, ont été recensés. La maladie, désormais présente dans 16 districts du pays, a déjà causé 14 décès depuis le début de l'année. Les autorités maintiennent l'état d'urgence sanitaire et multiplient les efforts pour freiner la propagation. En seulement une dizaine de jours, le nombre de cas de Mpox en Sierra Leone a bondi de près de 1000 personnes supplémentaires, portant les infectés à 3011 personnes depuis janvier, selon le bilan transmis vendredi 23 mai par le ministère de la Santé. C'est justement au début d'année que le ministère en question a décrété l'urgence de santé publique après l'apparition de 2 cas sur le territoire. Depuis, la variole simienne s'est installée dans les 16 districts de Sierra Leone, poussant les autorités à installer 400 lits en plus dans un site d'entraînement de la police à Freetown, aménagé pour répondre à l'urgence. Au total, la capitale sierra-léonaise compte 6 centres de traitement des patients. Selon le Centre de recherche et information en infectiologie de Guinée, la souche du Mpox identifiée chez les voisins sierra-léonais est le clade 2B, qui se transmet aussi par voie sexuelle. Le centre recommande de renforcer les recherches pour savoir s'il n'y a pas d'autres souches qui circulent au vu de la flambée du nombre de malades en quelques semaines. En République démocratique du Congo, la ville de Lubumbashi a levé son alerte de vigilance maximale. Les 2 lions évadés d'une ferme privée appartenant au général en exil John Numbi ont été capturés ce dimanche 25 mai après 24 heures de traque. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de leur fuite. L'alerte appelant la population à la plus grande vigilance est levée à Lubumbashi, lancée la veille par le maire intérimaire de la ville après l'évasion de 2 lions d'une ferme des environs. Elle est restée en vigueur pendant 24 heures jusqu'à l'annonce de la capture de 2 félins dans l'après-midi du dimanche 25 mai. L'armée et les équipes spécialisées ont réussi à les attraper après les avoir endormis avec un puissant sédatif. Des vidéos postées sur les réseaux montrent l'une des 2 lions inertes portée par plusieurs hommes qui l'installent dans le coffre d'un véhicule 4x4 après qu'elle a été touchée par le tir des produits anesthésiants. Les 2 fauves ont ensuite regagné leur enclos de la ferme Benjé, située à une 50aine de kilomètres au nord de la capitale de la province de Haut-Katanga et qui appartient au général John Numbi, l'ex-chef de la police nationale congolaise. Si cet ancien proche de l'ex-président Joseph Kabila vit aujourd'hui en exil, sa propriété continue toutefois d'attirer des touristes qui viennent visiter son parc animalier peuplé non seulement des lions, mais aussi des singes, de reptiles ou encore d'antilopes. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'évasion de 2 animaux. Au Mali, l'insécurité continue de s'étendre. Des présumés djihadistes ont attaqué samedi une entreprise chinoise de BTP dans la région de Kayé, à l'ouest du pays, près de la frontière sénégalaise. Une incursion qui confirme l'élargissement du champ d'action des groupes armés au-delà du nord et du centre du Mali. Spécialisée dans le BTP, l'entreprise chinoise Covey construit actuellement la route Kayé-Diema dans l'ouest du Mali. Non loin de ce axe se trouvent les installations de la société ayant été la cible des présumés djihadistes. Entrepôts, grues, tracteurs ont été incendiés. Les djihadistes n'étaient pas du tout nombreux, mais ils avaient le plan des installations, ce qui fait qu'ils ont rapidement atteint leurs objectifs, explique un travailleur malien de la société. Sur le site du groupe, les assaillants ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et sont repartis sans être inquiétés, ajoute un autre. Il semble que le second objectif des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Yenim, son acronyme en arabe, était de prendre en otage des responsables chinois de la société. Ces derniers n'étaient pas sur le site, un nouveau dispositif sécuritaire étant en vigueur localement. En moins d'un mois, c'est la 2e fois que des présumés djihadistes mènent des opérations dans la région de Kaï. Début mai, ils avaient déjà visé dans les parages
un site minier exploité par des ressortissants chinois. En Afrique du Sud, Julius Malema a réagi aux accusations formulées par Donald Trump. Le président américain a diffusé une vidéo montrant le leader sud-africain entonner le chant controversé Kill the Boer lors de la visite de Cyril Ramaphosa à Washington. Pour Trump, cela illustrerait un génocide des Blancs en Afrique du Sud. Julius Malema dénonce une interprétation erronée, rappelant que la justice sud-africaine s'est déjà prononcée sur la légalité de ce chant. Pendant près de 15 ans, l'affaire est passée devant toutes les instances judiciaires du pays. La nature violente des paroles de la chanson « Kill the Boer », tuer le fermier blanc, régulièrement entonnée par Julius Malema, leader du parti d'extrême gauche EFF, fait figure, selon les défenseurs de la minorité blanche, descendante des premiers colons, d'incitation à la haine. Une interprétation que la justice a rejetée, considérant ce chant comme un morceau d'histoire de la lutte contre le régime d'apartheid. En 2024, la plus haute cour du pays, saisie par le lobby Afrikaner AfriForum, a confirmé cette décision. La polémique ressurgit cependant régulièrement. Le deuxième plus grand parti sud-africain, l'Alliance démocratique qui fait partie depuis 2024 du gouvernement de coalition mené par l'ANC, a demandé son interdiction. Selon un récent sondage Social Research Foundation, de Social Research Foundation, plus de la moitié des Sud-Africains considèrent également qu'il s'agit d'un discours haineux. Julius Malema a cependant déclaré dimanche qu'il ne cesserait jamais de chanter. Ce chant, ce serait pour lui trahir la lutte de notre peuple. Et puis au Venezuela, les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 25 mai pour élire députés, gouverneurs et maires. Un scrutin marqué par une forte abstention, conséquence d'un appel au boycott de l'opposition. Résultat, le parti au pouvoir sort largement vainqueur d'un vote où les bureaux sont restés presque déserts. Le gain de 82,68% des suffrages au niveau des listes nationales du scrutin législatif et 23 régions sur 24 disent les chiffres officiels du Conseil national électoral diffusés dans la soirée du 25 mai, indique notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol. Comme prévu, c'est une victoire écrasante pour le Parti socialiste uni du Venezuela, le parti de Nicolás Maduro. En effet, les électeurs qui sont allés voter sont dans leur grande majorité partisans du chavisme, l'idéologie héritée de Hugo Chavez. Et même peu nombreux, ils ont fait gagner leur candidat. Plus de 400 000 membres des forces de l'ordre avaient été déployés pendant la journée, écrit l'AFP. Les troubles post-électoraux de la présidentielle du 28 juillet s'étaient soldés par 28 morts et 2400 arrestations. Seules 1900 personnes ont été libérées depuis. Nicolás Maduro s'est réjoui de ces résultats. Beaucoup d'entre vous sont nés en révolution. Après 32 élections, après les blocus, les sanctions criminelles, après le fascisme et la violence, aujourd'hui la révolution bolivarienne a montré qu'elle était plus forte et vivante que jamais. Aujourd'hui, nous avons démontré le pouvoir du chavisme et du bolivarianisme du XXIe siècle. Même si la très faible participation fait perdre sa légitimité au scrutin, 42% officiellement moins selon les instituts de sondage, les autorités gardent la même mise sur la majorité des centres de pouvoir dans le pays, l'Assemblée nationale, les régions et les municipalités. Le mouvement chaviste a même récupéré à l'opposition la région de Barinas où a gagné le frère Hugo Chavez. Quant à Emodon González, ancien candidat à la présidence, désormais exilé en Espagne, il a parlé d'un événement qui trompe personne, une mascarade. Parmi les 70 personnes arrêtées avant le scrutin, rapporte l'AFP, figure Juan Pablo, dirigeant de l'opposition proche de la leader Maria Corina, interpellé le 23 mai et accusé d'appartenir à un réseau terroriste qui cherchait à saboter les élections de dimanche. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Channel Info pour plus d'informations.